Vous écoutez France Culture. Et bonsoir à tous. Suite d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à l'absente figure, au limpide obscur, à l'oxymore vivace, à l'écrivain philosophe Maurice Blanchot, à l'occasion notamment du colloque international sur Blanchot et la philosophie, organisé par Éric Oppenau et Alain Milon, du 13 au 15 mai à l'université de Paris X Nanterre. C'est Éric Oppenau, justement, qu'accueille les nouveaux chemins de la connaissance ce mardi dans une émission en léger différé, enregistrée le matin de sa diffusion dans l'indigne studio 138 de la Maison de Radio France. Bonjour Éric Oppenau. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture et dans ce studio, donc le studio 138. Alors, je voudrais dire sans emphase que la rencontre d'Emmanuel Levinas et Blanchot qui parle, alors que j'étais étudiant à l'université de Strasbourg, a été cette rencontre heureuse qui éclaire une vie dans ce qu'elle a de plus sombre. C'est une formule très étonnante, un oxymore frappant, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler Nietzsche, invitant son lecteur au terme du gai savoir à trouver une musique suffisamment gaie pour ne pas chasser les idées noires. Alors, Éric Oppenau, que signifie cette formule, si tant est qu'on puisse lui trouver une signification ou un sens? Qu'est-ce que Blanchot veut dire quand il dit éclairer une vie dans ce qu'elle a de plus sombre? Ce qu'elle a de plus sombre, on pourrait l'envisager de plusieurs manières. Ça peut être l'égarement qu'il a eu pendant les années 30. On va y revenir. Ça peut être aussi la forme de solitude dont il dit qu'elle est essentielle, mais c'est quand même une forme de solitude, de retrait, d'effacement. Ça peut être aussi une réflexion ou une sorte d'écho, si vous voulez, à cette fragilité qu'il avait, fragilité maladive, une santé fragile. Voilà, ça peut être aussi tout ça. Et est-ce que ça tient aussi à l'opacité qui accompagne? Parce qu'après tout, Blanchot et Levinas ont en commun d'être des champions de l'altérité, si j'ose dire. Oui, c'est-à-dire de se donner comme objet l'incompréhensible Oui. autre, ou le caractère Oui. incompréhensible Oui. de l'autre, et d'une certaine manière de préserver presque amoureusement cette incompréhensibilité de l'autre, de la ménager. Oui. Cette amitié en dit long d'ailleurs sur leur démarche. Est-ce que sombre, ça n'est pas ici aussi l'obscurité de l'autre, finalement, qu'on choisit d'aimer sans avoir de raison à cela? Oui, c'est tout à fait juste, l'obscurité de l'autre, effectivement. C'est une amitié qui est en fait très très distante, mais comme toutes les amitiés de Maurice Blanchot, c'est-à-dire distante dans le temps, si vous voulez, dans les échanges. C'est une amitié qui est essentiellement de pensée, qui se manifeste par des écrits, par des lettres, mais des lettres finalement assez rares, pour autant qu'on puisse en juger, mais vous êtes venu, je dis pour l'auditeur, Oui. Le privilège qu'on a évidemment de discuter avec vous aujourd'hui, c'est que vous êtes venu, Éric Oppenau, avec des lettres de Blanchot et de Levinas. Il y a la calligraphie parfaite d'Emmanuel Levinas et la calligraphie obscure, s'il c'est en le moins est, qu'on puisse dire. de C'est le moins Maurice qu'on puisse Blanchot, dire. et donc un échange des deux. C'était très émouvant Oui. d'avoir ça sous les yeux. Mais pardon. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est une amitié qui, en fait, se dessine à travers un échange de pensées. C'est une amitié qui va durer une cinquantaine d'années, des années, même plus que ça, des années 1920 jusqu'à la mort de Levinas, avec une période de proximité, alors là, géographique et de pensée dans les années 25, 26, 27, où Levinas et Blanchot sont tous les deux à Strasbourg, et puis Levinas part en Suisse. Blanchot, ensuite, dans les années 30, retourne à Paris, et pendant ce moment-là, Blanchot parle d'une amitié qui se relâche. Et pour cause, on va y revenir, Éric Oppenau, avec vous, puisque c'est le moment, les 4 années où Maurice Blanchot a manifestement été d'extrême droite. On va voir comment ça s'est fait. Mais revenons vraiment au tout début donc de cette amitié. Vous l'avez rappelé, Emmanuel Levinas, alors jeune étudiant en philosophie, arrive à Strasbourg
peu près en 1923, Oui, Blanchot un c'est-à-dire, peu plus tard. voilà, il a à peu près 17 ans, 17-18 ans à ce Oui. moment-là, il arrive donc à Strasbourg, il franchit le Rhin, et il rencontre Blanchot, et il dit à cette occasion, Blanchot qui est son cadet Mm. de 2 ans, donc Oui, ce sont oui. vraiment deux jeunes gens, très jeunes gens, Absolument, oui. et Lévinas dit de ce jeune homme de 15 ans qu'il rencontre: «J'ai eu d'emblée l'impression d'une extrême intelligence, d'une pensée se donnant comme une aristocratie, très éloignée politiquement de moi à cette époque-là, il était Moins qu'on puisse monarchiste, dire. mais nous eûmes très vite accès l'un à l'autre». Oui. Ce qui est en soi d'ailleurs contradictoire. Comment on peut avoir accès à quelqu'un tout en ménageant son altérité, Oui, justement? oui, absolument. Cet accès l'un à l'autre, il est aussi, enfin, il passe par la pensée, il passe par des lectures qui sont des lectures communes. La lecture de Husserl, la lecture d'Heidegger, que tous les deux lisent en allemand dans le texte, et puis la découverte de certains auteurs pour Lévinas, aidés par Blanchot. Est-ce qu'on peut dire que Lévinas a appris le russe et l'allemand à Blanchot et que Blanchot lui a appris le français? Le russe, je ne pense pas, et je pense que l'allemand, Blanchot devait déjà assez bien le maîtriser. Enfin, Dostoïevski, en tout cas. Il lui a présenté Oui, Dostoïevski, oui, que oui, Blanchot ne absolument. connaissait Oui, pas. oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Ce que fait découvrir Blanchot à Lévinas, c'est essentiellement Proust et Valéry. Et Valéry. Et Valéry. Il me mentionne parfois dans ses livres, continue Lévinas, et m'élève beaucoup, dans tous les sens du terme. Je veux dire que je me trouve très élevé quand dans ses interventions il se rapproche de moi. Sur beaucoup de points nous pensons en accord. Il a traversé une évolution toute intérieure, où il n'eut jamais la moindre concession, même à l'égard de soi, impression d'un homme sans opportunisme. Là encore, on a le sentiment qu'avec Maurice Blanchot, on est face à une figure dont l'unique repère, c'est la fidélité à soi. C'est l'indépendance souveraine de l'auteur, mais dès le début, il a ce souci, Oui. manifestement, d'écrire non pas pour un public, de ne pas modeler son écriture en pensant à son destinataire. C'est ce que lui reproche Lévinas, d'ailleurs, Mais dans une est-ce de que- ses lettres. C'est-à-dire Il lui dit, mais est-ce que tu ne penses pas que tu t'adresses à des lecteurs qui vont être un cercle vraiment très très restreint? Enfin, Lévinas n'est pas plus facile à lire que Blanchot. Non, non, Éric absolument. Opnaud. Est-ce que ce reproche n'est pas un peu Absolument. controuvé, là? Non, non, absolument. Sauf que Lévinas n'a pas encore écrit en 1941. Enfin, il n'a pas encore écrit de grands textes, notamment de l'existence à l'existant, qui paraît qu'en 1948, je crois. Lévinas dit c'est toujours en termes de hauteur que je Ah oui, parle de alors là, Blanchot. c'est tout à fait Qu'est-ce que ça veut capital. dire? Parce qu'il y a d'abord une différence physiologique. Blanchot était très grand, Lévinas pas du tout. C'est tout à fait capital. Les rares fois où j'ai eu Emmanuel Lévinas au téléphone, il me disait toujours que l'œuvre de Blanchot témoignait de la hauteur. Emmanuel Lévinas, cette fois-ci c'est Blanchot qui parle. Le seul ami, ami lointain, que je tutoie et qui me tutoie. Cela est arrivé non pas parce que nous étions jeunes, mais par une décision délibérée, un pacte auquel j'espère ne jamais manquer. Est-ce que ce tutoiement est anodin? Non, et enfin, c'est d'un tutoiement réel. Et Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites un tutoiement réel? Enfin, c'est-à-dire que dans les autres correspondances, Blanchot vous voit toujours ses interlocuteurs, et probablement c'était effectivement la seule personne qu'il osait tutoyer. Et alors à quoi tient ce tutoiement? Parce que la thèse de Christophe Bidan dans son essai biographique sur Blanchot, c'est de dire que le rapport entre Blanchot et Lévinas, guidé à la fois par le tutoiement, la liberté d'action, la nécessité de l'éloignement et une priorité accordée à la pensée éthique sur toute autre pensée, je cite Bidan, c'est qu'en somme, il s'agit déjà du judaïsme. Blanchot dit le contraire. Il dit dans une lettre qu'il adresse à Shlomo Malka, je crois qu'il s'intitule Ne pas oublier, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement du titre. Il dit justement le contraire, il dit que ça n'était pas encore le judaïsme. Peut-être l'était-ce déjà à son insu? Peut-être. Mais l'amitié ne fut pas hasardeuse ou fortuite, quelque chose de profond nous portait l'un vers l'autre. Je ne dirais pas que ce fut déjà le judaïsme. Mais en dehors de sa gaieté, je ne sais quelle manière grave et belle d'envisager la vie en l'approfondissant sans le moindre pédantisme. Donc le judaïsme, je pense que c'est plus tard, c'est évidemment après la guerre.
il est difficile de savoir si vraiment le judaïsme est découvert grâce à Lévinas, parce que il y a plusieurs traces dans les notes de Maurice Blanchot d'autres lectures juives, notamment de Scholem, de Buber, de toute une tradition juive, plus ou moins kabbalistique, qu'il va ensuite reprendre dans ses écrits. Donc, et en particulier André Neher aussi, le grand professeur. Et donc, bon, il s'avère peut-être que le judaïsme et Lévinas, c'est quelque chose de plus tardif. Alors, effectivement, vous avez cité André Neher et vous le citez aussi dans l'article que vous consacrez à la figure d'Abraham chez Lévinas et Blanchot, dans un ouvrage passionnant intitulé « Penser la différence ». Emmanuel Lévinas et Maurice Blanchot, qui est paru aux presses universitaires de Paris 10. Et vous citez donc un passage de Être juif de Blanchot, dans lequel Blanchot reformule, c'est vous qui le dites, et fait sienne des analyses qu'il a pu lire dans le livre d'André Neher, L'existence juive. Et Blanchot dit ceci: l'homme juif est l'hébreu lorsqu'il est l'homme des origines. L'origine est une décision. Cette décision est celle d'Abraham, se séparant de ce qui est et s'affirmant étranger pour répondre à une vérité étrangère. Cette étrangeté permet-elle de comprendre le fait, par exemple, deux mystères. D'abord, le fait que peut-être c'était le judaïsme qui, à l'insu de Blanchot, les unissait déjà. Et deuxièmement, le fait également que quelques années après leur rencontre, Maurice Blanchot se met à écrire dans des journaux d'extrême droite, notamment l'Insurgé, devienne l'ami de Thierry Monnier, de Maxence, c'est-à-dire d'individus parfaitement infréquentables, certes érudits, cultivés, mais enfin politiquement infréquentables. Il en est l'ami, il écrit pour eux et il demeure en même temps l'ami de Lévinas. Comment est-ce qu'on peut pratiquer l'étrangeté au point d'être simultanément l'ami d'Emmanuel Lévinas et de Thierry Monnier? C'est ce dont nous parlions un peu hors antenne, c'est-à-dire il y a quelque chose là, à mon avis, de profondément énigmatique. Comment se fait-il que la parole et l'amitié de Lévinas n'aient pas permis à Blanchot d'échapper à ce fourvoiement? Et comment fait-il que l'amitié de Lévinas ait survécu à ce que Blanchot écrivait, par exemple, de Léon Blum, le métèque, avec son instinct de cosmopolite, son tempérament peu viril, son goût pour une rhétorique inconsistante? Oui, il parle aussi de race étrangère de Blum. Enfin, il y a des choses assez terribles. Comment l'amitié a-t-elle pu survivre? Oui, c'est un des miracles de l'amitié, peut-être, de ces deux personnages. Il faut dire aussi que c'est une rhétorique, ça n'est pas seulement une rhétorique, mais c'est une rhétorique de l'époque qui malheureusement est relativement diffusée. On néglige un peu parfois, me semble-t-il, la force de ces textes, la violence de ces textes. Oui, c'est le sentiment qu'on a, Eric Opno. Je vous avoue, quand on parle à des lecteurs, à des amoureux de Maurice Blanchot, on a toujours le sentiment, je ne le dis pas pour vous, mais on a toujours le sentiment qu'on lève un lièvre là, ou un tabou, quelque chose qu'il ne faudrait pas évoquer, ou en tout cas qu'on évoque toujours trop hâtivement quand on dit Blanchot a été d'extrême droite. Blanchot a-t-il été d'extrême droite, Eric Opno? Pour l'époque, c'est indéniable, il a été d'extrême droite. Il y a non seulement, alors, quelque chose qui est fort, c'est non seulement les textes qu'il publie, qui sont des textes inscrits dans une droite maurassienne, etc., nationaliste, mais aussi le fait que ces journaux-là sont des journaux, même si les textes de Blanchot ne le sont pas seulement hitlériens, mais pour certains, clairement antisémites. Il y a je me souviens de... Je disais anti-hitlérien, au sens où il y avait aussi une démarche chez Blanchot très hostile au pan-germanisme hitlérien. Oui, absolument. Il y a même un texte, je crois, qui est il faut s'allier à Franco contre Hitler. Bon, une perspective politique particulière. Mais dans ces journaux-là, il y a dans certaines premières pages de couverture, dont je me souviens, des caricatures juives, etc., des caricatures de Blum, etc. Bon, ce ne sont pas quand même des journaux anodins, hein. Ce ne sont pas seulement des journaux politiques, ce sont des journaux qui ont en leur sein une forme de violence révolutionnaire, une violence qui culminera le 6 février 1934. Mais
Avec le défilé des ligues, Oui, oui, oui. donc à Paris. Revenons un instant sur ce qu'il faut entendre par violence révolutionnaire. Vous avez parlé de violence révolutionnaire. La révolution, en l'occurrence, est une révolution conservatrice. Absolument. La révolution à Mmh. laquelle Maurice Blanchot appelle, qu'il appelle de ses voeux, c'est une révolution qui consiste à maintenir le monde en Absolument, l'état. absolument. C'est le retour à ce qui était, quoi. C'est une sorte de paradis perdu. Alors Lévinas, lui, dans le même temps, il est brillantiste, il aime Aristide Mmh. Briand, il est non-violent, évidemment, et il a pris l'habitude, si j'ose dire, depuis la naissance, de souffrir, des souffrances que lui vaut son judaïsme. Oui, oui. Bon, il y a aussi... on peut pas dire que Lévinas n'est pas un auteur ou un écrivain, un penseur, entre guillemets, détaché du monde, hein. Au contraire, il publie un texte très important contre l'hitlérisme. Il publie des textes dans des revues juives. C'est quelqu'un qui construit sa philosophie aussi dans un rapport au monde et dans un rapport politique au monde. Ce qu'on oublie un peu parfois aussi. Et ça. alors, est-ce que la distance, parce que ce qui est frappant dans l'amitié entre Blanchot et Lévinas, c'est donc cette distance qui a toujours été entre les deux, une amitié distante. Est-ce qu'il faut comprendre cette distance comme un effet de ces années-là, et est-ce qu'il faut également comprendre le souci, et j'emploie à dessein le mot de souci ici, avec lequel Blanchot parlera ensuite de la Shoah, comme un effet justement de ces égarements, selon vous? Sans doute. Oui, oui. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait envisageable. La Shoah, ça va évidemment être le choc pour tout un chacun, pour Blanchot également. Il faudra en fait attendre relativement longtemps pour qu'il écrive sur la Shoah, hein. Ça commence à partir des années 60 avec le texte qui est publié dans l'Entretien infini, Être juif. Et puis ça se poursuivra, mais alors de manière presque comme une forme de hantise, hein, ensuite, jusqu'à l'écriture du Désastre, jusqu'à son dernier texte sur la Bible, sur Jacques Derrida, etc. Où, ensuite, c'est comme si le texte biblique, finalement, aussi hantait de plus en plus l'œuvre. Enfin, les derniers textes sont des textes très très proches du judaïsme, où il réécrit des paroles des maîtres, où il commente la donation de la Torah, enfin, etc. C'est tout à fait étrange. Nous supposons que l'oubli travaille à la façon du négatif pour se restaurer en mémoire, et mémoire vivante et revivifiée. Il en est ainsi, il peut en être autrement. C'est Blanchot qui parle dans l'écriture du Désastre. Éric Opnou est avec nous dans les chemins de la connaissance aujourd'hui, mardi, pour parler de Maurice Blanchot et de son amitié avec Emmanuel Lévinas. Éric Opnou qui co-organise le colloque international sur Maurice Blanchot et la philosophie qui a lieu du 13 au 15 mai à l'Université de Paris X Nanterre, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'à après-demain. Grâce à Emmanuel Lévinas, sans qui, dès 1927 ou 1928, je n'aurais pu commencer à entendre Sein und Zeit, c'est un véritable choc intellectuel que la lecture de ce livre provoqua en moi. Un événement de première grandeur venait de se produire, impossible de l'atténuer, même aujourd'hui, même dans mon souvenir. Ce qui est le paradoxe, l'un des paradoxes évidemment de l'amitié entre Lévinas et Blanchot, c'est que cette amitié a valu à Blanchot de découvrir le maître livre de Heidegger, qui lui, pour le coup, était sans ambiguïté nazi. Mais alors, est-ce que cette rencontre de Heidegger via Lévinas a permis à Maurice Blanchot d'ouvrir
son écriture vers la philosophie, ou est-ce que cette volonté était présente dès ses premiers écrits, dès le début? Cette volonté n'était pas présente dans ses écrits, dans ses premiers écrits, mais elle était présente dans son parcours, hein. Il a un parcours universitaire qui est un parcours de philosophe. Il fait à Paris un diplôme d'études philosophiques, dont je ne sais plus exactement le terme, et qui porte sur le dogmatisme Des sceptiques. Oui. Et puis ensuite, il veut s'orienter vers la médecine, mais qu'il abandonne aussi. Donc, il a une formation philosophique très très forte, et notamment de philosophie allemande, également de philosophie française, et sans doute de théologie chrétienne aussi. Mais ses premiers livres, non, ne sont pas des livres philosophiques. Quand est-ce que le tropisme philosophique proprement dit apparaît chez Blanchot? Il apparaît dans les années 50. Pourtant, Blanchot dit, dès que j'ai rencontré Lévinas, c'est avec une sorte d'évidence que je me suis persuadé que la philosophie était la vie même, la jeunesse même, c'est magnifique, dans sa passion démesurée, cependant raisonnable, se renouvelant sans cesse ou soudainement par l'éclat de pensées toutes nouvelles, énigmatiques. Alors, ça ne veut pas dire que la philosophie n'est pas présente dans ses écrits, et notamment dans ses écrits littéraires. Alors, je peux vous lire Allez-y. À ce propos un extrait justement de la fameuse lettre, d'une fameuse lettre de Lévinas. Cette lettre a-t-elle été publiée? Non, malheureusement, non. Donc c'est un événement, allez-y. D'une certaine manière. Donc c'est Lévinas qui commente sa première impression de lecture de Thomas l'Obscur. Il va y revenir dans d'autres lettres, mais c'est la première. Donc je vais vous lire un bref extrait. Et puis brusquement la nuit, quand Thomas marche sur la rive. La nuit, la présence de l'absence, que Lévinas souligne, la formule même que j'emploie. Et puis cela se répète, s'amplifie, se développe, il n'y a que cela. La description de cette nuit en plein jour, dont moi-même je cherche les exemples chez Baudelaire, Rimbaud, chez les peintres modernes et dans mon expérience de nomade. Ce n'est certes pas une communauté de thèmes, d'émotions initiales, je ne pense pas que nous en faisons le même usage. La nuit, pour moi, n'est pas la mort, mais l'impossibilité de la mort. Je pense contre Heidegger que l'angoisse, c'est l'impossibilité de mourir. Le jeu dans sa solitude, à deux, est à jamais voué à soi-même. La présence de l'absence n'est pas la présence de quelque chose, ni de quelqu'un, comme tu le dis d'une manière trop nette, elle est essentiellement anonyme, c'est comme je l'appelle l'Ilia. Alors on va parler. Ça date de 41. Donc voilà, juste, on va parler de l'Ilia. Oui, quelques mois après la publication de Thomas l'Obscur. Alors, est-ce que Lévinas et Blanchot n'avaient pas en commun ce goût de l'oxymore, qui peut d'ailleurs déconcerter leurs lecteurs respectifs? Oui. La présence est toujours absente, la démesure est raisonnable. Plus peut-être chez Blanchot. Plus encore chez Blanchot que chez Lévinas, mais enfin c'est aussi présent chez Lévinas. Oui. La clarté est toujours obscure, on éclaire la vie dans ce qu'elle a de plus sombre, le jour apparaît dans la nuit, l'éclair apparaît dans la nuit, la solitude est à deux. À quoi tient ce goût de l'oxymore, alors chez Blanchot justement, proprement dit? Pourquoi constamment lester un terme par ce qui semble s'y opposer directement, et qu'il emploie lui comme un épithète? C'est une question redoutable que vous posez là. Ah bah oui, mais vous n'allez pas y échapper. Allez-y. C'est une question tout à fait redoutable. Le point de vue que j'ai, c'est que peut-être cette utilisation presque obsessionnelle, il faut bien le dire, de l'oxymore, c'est une manière aussi de suspendre la pensée. Le silence qui fait du bruit, le vide qui est dense, enfin c'est sans fin. C'est sans fin. L'angoisse de ne pas mourir, allez-y, pardon. Je crois que c'est une forme de suspension de la pensée, c'est-à-dire la pensée et la perception du monde ne sont jamais quelque chose d'acquis ni de définitif. L'oxymore, le second terme, questionne le précédent, si j'ose dire, et évidemment le remet en cause, le déconstruit, pour reprendre une expression hegelienne. Et
Alors chez Blanchot, oui, ça devient presque obsessionnel, c'est parfois même caricatural. Chez Lévinas, ça l'est beaucoup moins. Il y a quelque chose de Mais plus. est-ce que ça ne tient pas à la nature même de l'objet qu'il se donne? On a le sentiment, comme toujours, à chaque fois que quand on traque le singulier dans l'écriture littéraire ou philosophique, dès qu'on s'approche finalement de l'objet à saisir, l'air se raréfie, les mots font défaut, et qu'en somme, l'objet à saisir ne se saisit que par le truchement, finalement, ou l'artifice de l'oxymore, précisément parce qu'il n'y a plus de mots pour le qualifier. Oui, il n'y a plus de mots et parfois il n'y a plus de monde non plus. Enfin, il y a une dessaisie du sujet sur le monde et le langage témoigne de cette dessaisie. Quand vous dites il n'y a plus de monde, vous dites il n'y a plus d'emprise Oui, du oui, sujet absolument. sur Oui, ce qu'un oui, sujet appellerait un oui, monde. oui. Que reste-t-il à ce moment-là? C'est la nature sans les hommes, c'est le monde Il sans les hommes. reste l'Ilia, L'Ilia, alors voilà, le le neutre, Esgypte heideggerien. qui n'est pas exactement le Esgypte heideggerien. Ouais. Ce que Lévinas admire chez Blanchot aussi, c'est que, je vais le dire de manière brutale, mais c'est ce qu'il dit. Il me dit Blanchot, en gros, nous a débarrassé de l'angoisse heideggerienne. Il y a chez Blanchot une forme de neutre qui n'est pas un neutre angoissant comme le neutre heideggerien, mais qui est un neutre qui, dit Lévinas, nous conduit à une transcendance. Le neutre chez Blanchot n'est pas seulement un repli sur soi, n'est pas seulement l'incessant murmure, le remue-ménage, le tohu-bohu, Ce que Bergson etc. appellerait la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure, peut-être. Voilà, avec quelque chose encore de plus Silencieux. de plus silencieux. Enfin, il parlait tout à l'heure d'une présence-absence, d'une sorte de bruissement. Mais chez Blanchot, ça n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de définitif. Le neutre peut être, n'est pas quelque chose qui reste comme le dernier mot de la pensée. Le neutre n'empêche pas un rapport à la transcendance, n'empêche pas un rapport à autrui. Ça n'est pas Blanchot croyait-il en Dieu, Éric Hoppenot? Blanchot croyait-il en Dieu? Dieu croyait-il en Blanchot? Dieu croyait-il en Blanchot? Je ne sais pas. Est-ce que Blanchot croyait en Dieu? En tout cas, Blanchot lisait la Bible quasiment tous les jours. Ce que je veux dire, c'est qu'il a en tout cas un contact évident et régulier avec le texte biblique. Tous les dimanches, il écoutait la messe à la télévision ou à la radio. Donc il a un rapport au religieux qui est de toute façon certain. Est-ce qu'il croyait en Dieu? Non, je ne pense pas qu'il puisse dire qu'il croyait. Alors pour clore cette émission, enfin juste avant d'en finir, évoquons quand même ce papier que vous avez consacré à Blanchot et Lévinas dans un volume qui leur est consacré. Donc penser la différence, qui est aussi difficile que de penser le hasard finalement, Oui. puisque la pensée fabrique du même, fabrique de l'identité comme elle fabrique de la cohérence ou de la prédiction. Ici, il s'agit de penser la différence comme on penserait le hasard. Le titre est très beau pour ça. Vous, dans le papier que vous consacrez donc à ces deux figures de la pensée et à l'amitié qui les unit, vous vous servez de la figure d'Abraham. Alors, vous disiez que Blanchot lisait la Bible tout le temps. Quelle différence faut-il faire entre l'Abraham Lévinas et l'Abraham Blanchot, Éric Hoppenot? L'Abraham Blanchot, c'est un Abraham, j'allais dire, kafkaïen. Il prend son origine dans la lecture de Kafka, je pense, où il y a chez Kafka lui-même une sorte d'interrogation sur qui je suis, est-ce que je suis comme Abraham, est-ce que je suis perdu comme lui, est-ce que je dois sortir de ma terre, m'exiler, etc. Donc, il y a cette interrogation chez Kafka qui est reprise chez Blanchot. Ce qui intéresse Blanchot chez Abraham, c'est cette figure de nomade, c'est-à-dire s'extraire du lieu initial. Et l'Abraham Lévinas revient, lui. L'Abraham Lévinas revient, tchouva. Oui, absolument. Oui.
Merci Éric Opnaud. Je rappelle que vous co-organisez le colloque international sur Blanchot et la philosophie qui a lieu depuis ce matin, donc 13 mai, jusqu'à après-demain, 15 mai. Donc aujourd'hui, demain et après-demain à l'Université de Paris 10 Nanterre. L'entrée est libre, rassurez-moi. Oui, oui, bien sûr. Dans la limite des places disponibles. Je rappelle également que c'est sous votre direction et celle d'Alain Milon qu'a été réalisé l'ouvrage sur Emmanuel Lévinas et Maurice Blanchot intitulé Penser la différence, un livre tout à fait passionnant. Tout un programme, hein, Penser la différence. Livre paru aux éditions des presses universitaires de Paris 10 et dans lequel donc vous signez cet article vraiment intéressant sur la figure d'Abraham chez Blanchot et Lévinas, où l'on voit vraiment la différence à l'œuvre. Suite demain donc de cette semaine consacrée à Maurice Blanchot dans Les Nouveaux Chemins, où nous reviendrons sur l'amitié post-mortem de Blanchot pour Nietzsche, en compagnie de Manola Antonioli. C'était Les Nouveaux Chemins de la connaissance, avec à la réalisation l'ami François Connac, dont je salue le retour dans la Maison Ronde après quelques jours de vacances, à la technique, Emmanuel Mordincan, assistante indispensable, Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. À demain donc, 19h30. France Culture, il est 20h. Tout de suite à Voix Nue sur France Culture.